Saoudite, un royaume où les femmes valent moins que les hommes. Le roi Abdallah a tout de même fait un geste récemment. Il a accordé aux femmes le droit de vote aux élections municipales, une décision qui prendra effet à partir de 2015. Je vous propose ensuite d'écouter le roi Abdallah. Parce que nous rejetons la marginalisation de la femme dans la vie quotidienne de la société saoudienne et dans les limites établies par la charia. Nous avons décidé d'autoriser la participation de la femme au Majlis al-Shura, mais aussi de donner le droit aux femmes de se porter candidates aux élections municipales à partir du prochain mandat. Je vous présente rapidement nos invités si vous nous prenez en cours. Maha Gabani, saoudienne, juriste, chercheuse à l'université Paris 13, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, Gauthier Ebinsi, spécialiste de politique internationale sur France 24, Karim Sader, vous êtes consultant spécialiste de la péninsule arabique. Georges Malbruno, ces mouvements qu'on a vus en Tunisie, en Égypte, qu'on voit en ce moment en Syrie, Yémen ou encore Bahreïn, pourquoi ça n'a pas bougé et ça n'a pas pris en Arabie Saoudite alors que Bahreïn est voisin? On va d'ailleurs peut-être voir une carte, ce qui sépare Bahreïn de l'Arabie Saoudite, c'est un simple pont. Pourquoi ça n'a pas pris en Arabie Saoudite, et notamment dans l'est du pays qui est majoritairement chiite? Oui, il y a eu quand même quelques velléités de manifestation. Il y a eu une demande quand même, une demande notamment sociale, des femmes, permis de conduire, etc. Ensuite, il y a eu une extrême précipitation du régime qui a déversé des milliards et des milliards de dollars auprès de la population, parce qu'on l'oublie peut-être trop souvent, mais en Arabie Saoudite, c'est peut-être le premier producteur mondial de pétrole, mais il y a des pauvres, parce que c'est aussi un pays de 15 ou 20 millions d'habitants. Et plus de 10% de chômage. Voilà, il y a beaucoup de chômeurs. Donc, il y avait une nécessité de répondre à cette demande sociale. Ensuite, je crois qu'il y a effectivement le problème de la minorité chiite dans l'Est, qui est quand même un gros problème aussi, où il y a eu des manifestations qui ont été rapidement réprimées. Et il y a aussi, je pense que ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas eu de grandes manifestations, c'est je pense qu'il y a eu un souci de stabilité, y compris de la part de la population, qui sait quand même que cette dynastie des Saouds a permis d'unifier toutes ces tribus dans un pays qui était, vous le rappeliez, d'une création récente. Ensuite, c'est quand même, il y a des menaces intérieures, la menace islamiste, il y a l'instabilité qui est née aussi dans d'autres pays, on a vu en Égypte, en Tunisie, donc il y a une crainte du changement qui est sans doute encore plus forte qu'ailleurs dans ce pays ultra traditionnel. Mais cela étant, il y a quand même aussi des problèmes à régler de partage du pouvoir, partage de la manne pétrolière, corruption, etc. Donc l'Arabie Saoudite n'est pas à l'abri de ce vent de révolte, et l'Arabie a des voisins turbulents comme le Yémen. Et avec un soutien, Gauthier Ebinski, il faut le dire, un allié clé qui sont les États-Unis, puisque les États-Unis ont laissé quand même faire quand l'Arabie Saoudite a envoyé des chars à Bahreïn. Oui, c'est un allié clé aussi. Oui, mais c'est justement là qu'on mesure la spécificité de l'Arabie Saoudite, c'est dans son silence au cours des mois que nous avons vécus, aussi bien pour la Tunisie que pour l'Égypte, et que pour la Syrie, on assiste à un silence assourdissant de la part de l'Arabie Saoudite qui, en principe, devrait être hostile, par exemple, à l'axe Damas-Téhéran, mais qui, alors, c'est tempéré parce qu'il y a, je crois, une femme du roi Abdallah qui appartient à la nomenclatura alawite de Damas. Mais malgré tout... Mais là, ils ont quand même, les relations ont quand même été un peu distendues, non? Oui, mais on ne redoute rien de plus en Arabie Saoudite, précisément, que ce type de révolution, que ce type de soubresaut. Et même si on n'est pas en accord avec ce qui se passe, par exemple, dans un certain nombre de capitales de pays, eh bien, on préfère se taire plutôt que de donner quitus à des révolutionnaires qui, eux, menaceraient de faire contagion en Arabie Saoudite. Si vous me permettez, il y a eu silence, parce qu'il faut le dire quand même, les responsables saoudiens, le roi en tête, a été outré de la façon dont les Américains ont lâché leur ami Hosni Moubarak.
Et il y a eu notamment un coup de téléphone d'Hillary Clinton qui n'a reçu aucun destinataire en Arabie Saoudite. Et les Saoudiens ont été outrés de la façon, ils l'ont dit aux Américains, ils dit, nous sommes vos alliés depuis 40 ans, si vous nous laissez, Moubarak était votre allié depuis 30 ans, vous l'avez laissé tomber comme une vieille chaussette, si vous me permettez l'expression, donc ça n'a pas passé. Et donc ça explique en partie ce silence saoudien, et ensuite l'envoi des troupes du Golfe, notamment saoudiennes, à Bahreïn, parce que pour les Saoudiens, Bahreïn, c'est presque une province saoudienne, et il y a la menace, c'est le seul pays où il y a eu une majorité chiite, et ça c'est une ligne rouge, un chiite ne deviendra jamais Premier ministre dans la monarchie de Bahreïn, donc il y a eu ce souci de mettre un coup d'arrêt, d'aller sans doute un peu trop loin, parce que ça a antagonisé les relations déjà difficiles avec l'Iran. Karim Sader. Oui, non, je voudrais insister justement sur le fait que les printemps arabes ont bien démontré que, outre la contestation interne, il fallait un soutien extérieur. Or, en l'absence de l'appui des Américains, justement, qui ont cautionné justement l'intervention saoudienne à Bahreïn, l'intervention sanglante, où ils ont été donc en soutien au régime ils ne sont pas intervenus quand même, enfin, ils sont militairement. Oui, mais ils ont couvert en tout cas les forces de sécurité qui ont réprimé assez violemment le mouvement de contestation. C'est une base militaire américaine la flotte, à Bahreïn, il faut le rappeler, qui est très importante, donc ils auraient pu intervenir, ils ne l'ont pas fait. Je parlais des troupes saoudiennes en fait, qui est intervenues sur place sous le couvert des États-Unis. Des Américains. Voilà. Donc, si vous me permettez, j'aimerais bien commenter M. Malbruno. Je suis d'accord avec vous. En fait, le printemps arabe, chaque pays en fait est différent à ses exigences, ses problèmes, sa situation. En Arabie Saoudite, si vous voulez, pour nous, il l'a bien dit, le peuple trouve dans la famille royale la sérénité et la paix, parce que leur rôle est très stabilisateur dans la région. Et c'est vrai, la politique de l'Arabie Saoudite depuis toujours est toujours neutre. On va vers la paix, on essaye, parce qu'on est conscient que la région, on veille sur la stabilité et la paix de la région en général. Beaucoup d'autres dictateurs, pardonnez-moi, ont dit la même chose, qu'ils veillaient aussi sur la stabilité et la paix de la région. C'est un discours qui peut valoir pour beaucoup de gens. Il y avait beaucoup, il y a l'exemple, l'histoire a montré, l'Arabie Saoudite a toujours eu une position, c'est comme la France vis-à-vis l'Irak, vous savez. On peut dire ça de l'Égypte aussi, par exemple. L'Égypte a eu un rôle quand même de médiateur très fort. Oui, l'Arabie Saoudite a toujours joué comme un médiateur pour la paix, mais aussi on respecte les décisions d'autres pays et on n'essaye pas de se mêler dans les décisions de peuple ou de gouvernement. Je pense qu'il ne faut pas quand même oublier que l'Arabie Saoudite, c'est un quart des réserves pétrolières mondiales et en face de l'Arabie Saoudite, il y a l'Iran. Donc la crainte de voir le mouvement de contestation dans le Golfe, en Arabie Saoudite et ailleurs, profiter à l'hégémonie iranienne a fait aussi que les États-Unis ont soutenu le régime et on l'a vu par exemple quand les chiites se sont soulevés dans la province orientale qui concentre la majorité. Il faut bien le préciser, des réserves pétrolières du royaume. C'est dans l'Est. Voilà, c'est la province orientale, le royaume étant divisé en 13 provinces. Donc on a vu que le réflexe immédiat du régime, c'est de faire passer cette contestation pour des agents iraniens, justement, qui essayent d'agiter, donc faire passer ça sous couvert d'une révolte téléguidée par l'Iran. Donc c'est aussi ça. Ça, c'est toujours la grande dialectique des dictateurs, c'est toujours de dire que le complot extérieur, le complot étranger. Donc l'Arabie Saoudite a joué aussi, Georges Malbruno, sur cette carte-là. Non, mais elle a quelques raisons de jouer cette carte-là. En 1996, l'attentat contre Daran avait été un attentat perpétré par des agents du Hezbollah. Donc il y a eu un conflit très fort avec l'Iran. Simplement, effectivement, les chiites, qui sont quand même, je crois, 18%, sont des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. Donc là, c'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas accès à l'emploi de la même manière que les sunnites? Ils ont des salaires moindres? Oui, par exemple, à l'Aramco, la grande société pétrolière, les chiites sont quasiment exclus de cette société. Les villages chiites reçoivent moins d'investissements, etc. Et puis, enfin, justement, les militants salafistes les désignent comme des agents iraniens, etc. Des hérétiques. Donc, des hérétiques. Donc, c'est un foyer de tension. Mais je crois que ce qu'il faut dire aussi sur l'Arabie, c'est quand même, il faut y revenir. Vous disiez l'Arabie soucieuse de...
ces dernières années, quand même, la diplomatie saoudienne a été quand même une diplomatie en repli parce que l'Arabie est préoccupée par ses problèmes intérieurs de succession, des problèmes économiques, etc. Et ce rôle saoudien sur le devant de la scène moyenne-orientale a quand même été un rôle mineur ces dernières années, que ce soit au Liban, en Syrie ou ailleurs. C'est vrai que depuis le plan Abdallah, pardonnez-moi, le plan de paix israélo palestinien qui était proposé par le roi Abdallah. Qui était aussi quand même, il faut le dire, on parle du roi Abdallah, qui était à l'époque le prince héritier, qui était quand même une avancée considérable, qui proposait aux Israéliens, sur un plateau, que 22 pays arabes fassent la paix avec Israël en contrepartie d'un État palestinien sur les territoires occupés. C'était aussi à mettre au crédit de ce roi qui veut moderniser, mais de manière équilibrée, dans le respect des principes islamistes. Donc tout ça fait un exercice. Le roi Abdallah a consacré énormément de son effort justement à moderniser le pays, à miser sur l'éducation, qui est la pierre angulaire de son règne. Et son talon d'Achille, en fait, c'est la politique. Oui, parce que Gauthier Rybinski, je vois, il tique un peu quand on défend comme ça finalement. Quand on présente un roi bienfaisant et isolé, parce que malgré tout, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à propos de la Syrie notamment, le silence saoudien est totalement assourdissant, ce qui se concerne ils ont retiré leur ambassadeur quand même. Alors, ils ont retiré leur ambassadeur, peut-être. Mais à partir du moment où on considère que Damas est un petit peu le cheval de Troie des Iraniens dans l'espace arabe, on serait en droit d'attendre de la part du royaume saoudien une réaction. Or, en fait, il n'y a rien de plus. Dans la position embarrassante dans laquelle se trouve l'Arabie Saoudite. Oui. Elle ne peut pas cautionner un mouvement de contestation qui va finir par se retourner contre elle. Précisément. Donc, moi, je pense que l'Arabie a agi avec beaucoup de prudence. Oui. Là, mais est-ce que cette prudence doit susciter les louanges? J'en doute. Précisément. Non, mais ils ont agi et ils ont retiré leur ambassadeur, ils ont eu des critiques. Oui. J'aimerais bien commenter. En fait, ce qui demande le peuple saoudien, c'est différent que ce que demandent les autres peuples voisins. On ne demande pas la chute de régime, pas du tout. On demande d'autres. On demande des réformes. Mais c'est ce que demandait quand même donc, voyez, c'est pas pareil. C'est ce que demandait quand même en Syrie, en l'occurrence, le peuple demandait il y a des ingrédients communs. Et quand les réformes ne viennent pas, voilà. Mais bon, on n'en parle pas beaucoup, mais les Saoudiens ont pris contact avec le nouveau régime en Égypte, par exemple. En Tunisie, ils sont en train d'envoyer des financements. Donc, ils sont discrètement en train d'amorcer les transitions là-bas démocratiques. Donc, mais toujours avec cette discrétion pour ne pas cautionner ouvertement une dynamique contestataire qui serait fatale pour le régime saoudien. Oui. Pour revenir peut-être sur l'inertie, il y a un élément qui est important, c'est l'éducation quand même. Oui. La dernière fois que je suis allé en Arabie, j'ai vu un ami à Jeddah qui me disait qu'il avait qu'il avait sorti sa fille de 9 ans d'une école publique parce que jusqu'au baccalauréat, un tiers du cursus est constitué de l'enseignement de l'islam. Et donc, si vous voulez, la nuit, elle en faisait des cauchemars. Et donc, si vous voulez, je crois que l'Arabie ne devra, oui, parce qu'elle est un tiers ça fait beaucoup. Et donc, il a retiré. Je crois qu'il faut aussi que l'Arabie avance dans ce domaine-là et se sorte un petit peu de l'enseignement, de cette mainmise religieuse. C'est pas un tiers de l'enseignement. Moi, honnêtement, je suis saoudienne et j'ai suivi ma formation, même mon éducation en Arabie Saoudite toute ma vie. Je suis arrivée ici, j'avais déjà 27 ans. Donc, je ne suis pas traumatisée. Au contraire, c'était des bases solides. Oui. C'est bien. C'est notre. En fait, on suit nos principes. Un peu l'arbre qui cache la forêt, quand même. Non, je vous assure. De toute façon, il faut dire une chose, c'est pas le roi Abdallah qui va changer les choses là. Il est sur le fin de règne, il a bientôt 90 ans. Son mérite, c'est d'avoir instauré, je pense, une concurrence, une dynamique mais il ne faut pas oublier, il y a des rois avant aussi. Ils ont travaillé, ils ont œuvré. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des autres rois. Prenons le roi Faisal. Il a œuvré énormément pour l'éducation des filles, 1960. Vous voyez, il a poussé la femme. Mais le chemin, il faut quand même le dire, est encore long. On rappelle quand même que les femmes n'ont pas le droit de voyager 1960, sans leur époux, n'ont pas le droit même de sortir dans la rue sans leur époux, qu'elles sont voilées, qu'elles n'ont pas le droit de conduire. Bon, le chemin est encore long. Je voudrais qu'on parle justement un peu de l'avenir sur les quelques minutes qui nous restent. Gauthier, comment fonctionne le renouvellement du pouvoir en Arabie Saoudite? Ça se passe comment? Là, je pense que dans la mesure où c'est une monarchie de droit divin, il y a effectivement une filiation qui est établie. Là, je parle sous votre contrôle. Magabeni, c'est
Les frères, oui. Moi, je ne suis sûr. pas spécialiste En fait, dans le domaine de politique, mais oui, c'est les frères. La ligne de transmission du pouvoir, en fait, se fait, c'est le gros défaut de l'Arabie, par les frères, en fait. Donc, on est en fait dans une gérontocratie où il y a... Pas par les fils, oui. Non, pas par les fils. Donc, en fait, ça. on va voir des rois à la santé fragile se succéder tous les 2-3 ans. Et ça inquiète évidemment les partenaires de l'Arabie. Donc, en fait, le prince héritier a aujourd'hui 86 ans, et celui qui est pressenti pour hériter, c'est-à-dire le prince Naïef... Je ne sais pas si on peut le voir, le prince Naïef, pour que les téléspectateurs puissent voir à quoi il ressemble, ce prince Naïef. Il a quel âge? Il a à peu près, je pense, 78. Ah oui, relativement conservateur. Voilà. Donc moins progressiste que le roi Abdallah, c'est pas une bonne chose ça pour l'avenir. En fait, le véritable enjeu, c'est de faire basculer la ligne de transmission du pouvoir vers les petits-fils, la deuxième génération, qui sont eux-mêmes aussi divisés, il faut le dire, mais qui comportent beaucoup plus de réformistes parce que éduqués à l'occidental. On a notamment les fils du roi Faisal, donc le roi Faisal qui avait été assassiné, et donc qui représente justement cet avenir et sur lequel mise Abdallah, parce qu'il faut savoir que Abdallah, ses fils, ne sont pas pressentis pour la succession, ils n'ont pas les compétences nécessaires, et donc ils jouent sur la dynastie Faisal. Pendant ce temps, les Soudaïlis aussi, de leur côté, essaient d'appuyer leur progéniture, et Abdallah a ce mérite d'avoir institué une sorte de concurrence sur le réformisme. Donc chacun va essayer de faire des réformes. Ça nécessite une réforme pour changer justement ce principe, on se transmet le pouvoir de frère en frère. Voilà, le conseil de l'allégeance de passer à la génération en dessous et d'aller plus vite et de ne pas avoir cette période de transition qui risque de durer. En fait, ce qui se passait avant, c'est que c'était le roi qui nommait son propre héritier. Donc là, si Naïef accède au trône, il n'a plus le droit dorénavant de nommer son héritier. C'est le conseil d'allégeance qui va devoir le nommer. Et ça, c'est une création d'Abdallah qui est faite exprès pour contrecarrer justement une succession soudaïri qui mettrait fin justement aux réformes. Voilà. Maha Gabani, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce prince Naïef? Georges Malbruno nous le disait, moins progressiste, plus conservateur que le roi Abdallah. En fait, chaque roi a sa façon de gérer le pays. L'essentiel, c'est la politique qui est déjà dessinée pour l'Arabie Saoudite. Moi, je pense pour l'instant, j'aime bien toujours regarder le présent. Vous voyez, on est en train de construire, on est en train de mettre les bases. Donc, aujourd'hui, on a le roi Abdallah. Demain, je suis sûre que, parce que maintenant, il met les bases. Le peuple est bien éclairé. On avance ensemble, peuple et gouvernement ensemble. Je pense que le prince Naïef, il va suivre aussi le même chemin. Et j'espère bien. Moi, on peut pas lire l'avenir, vous savez. Je souhaite bien que le prince Naïef va continuer ce chemin très, très long, mais ces initiatives très courageuses. Je pense que ça va pas se jouer au prince Naïef. L'enjeu, il se trouve à la génération suivante, puisque, comme on l'a dit, ce sont des vieux rois qui vont succéder pour l'instant. Donc, en quelques années de règne, et surtout qui ont la santé fragile, parce que chacun souffre. Sultan a un cancer du côlon, également Naïef a des problèmes de santé assez graves. Donc l'enjeu, c'est ça. Je vais ajouter encore un point, c'est que le véritable talon d'Achille du roi Abdallah et de son règne plutôt, et qui va avoir une répercussion sur la succession, c'est la politique régionale. C'est sous le règne d'Abdallah, malheureusement, que l'hégémonie iranienne régionale s'est affirmée. Et ça plaît pas à la frange radicale de la maison Saoud, justement, dirigée par les Soudaïlis, qui essayent justement au contraire d'opter pour une politique plus radicale sur le plan, plus offensive sur le plan diplomatique. Gauthier Rabinski, il y a des grandes manœuvres en coulisses en ce moment pour la succession? Il y a toujours ce que vous disiez, le système de fratrie finalement fait qu'il y a effectivement toujours des grandes manœuvres. Moi simplement, ce qui m'intéresserait de savoir, et je le dirai sous forme de question, c'est à nos invités, c'est est-ce que vous pensez qu'à plus ou moins brève ou échéance ou plus ou moins long terme, on peut imaginer en Arabie Saoudite une monarchie constitutionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît très du rapidement, domaine ça sera la dernière question, Gauthier, et on va demander à nos invités de répondre très brièvement. On va commencer par vous, Georges Malbruno. Ça me paraît difficile à court terme. Difficile à court terme. Karim Sader. Également. Maha Gabani, une réponse peut-être un peu plus longue si vous voulez. Il faut le temps. Il faut laisser le temps pour le temps. D'accord. Merci beaucoup. Il faut du temps. Il faudra beaucoup de temps. Vous disiez, ce ne sera pas pour la génération du prince Naïef, ça sera encore pour la génération suivante. Mais bon, à vous entendre les uns et les autres, c'est quand même un roi progressif, même si, vu nous de France, évidemment, il y a certaines mœurs qui nous choquent en Arabie Saoudite, qui choquent Gauthier Rabinski et bien d'autres encore. C'est la fin de ce débat. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne manquez pas, lisez le blog de Georges Malbruno, Le Figaro. Merci beaucoup, Maha Gabani. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.